Il y a un moment très précis, souvent tard le soir, où le bruit s'estompe enfin. Ouais, les notifications s'arrêtent. L'agitation le tombe. C'est ça. Et dans ce silence soudain, ce qui reste, c'est un sentiment super pesant. Une sorte de honte silencieuse. Exactement. Et c'est pas la honte d'avoir fait quelque chose de mal, de répréhensible, non. C'est la honte bien plus insidieuse de n'avoir absolument rien fait du tout. De regarder une liste de tâches intacte, ouais. Voilà, de réaliser qu'une journée de plus s'est évaporée. Bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie analytique et en particulier dans la philosophie de Carl Jung pour déconstruire une idée reçue massive sur la procrastination. Parce que, selon les textes qu'on examine aujourd'hui, ce manque de discipline n'a absolument rien à voir avec de la paresse. C'est ça l'idée centrale. C'est en fait une partie de soi qui a été exilée et qui supplie de rentrer à la maison. C'est vraiment un changement de paradigme total. La plupart des approches modernes, elles traitent la procrastination comme un simple problème technique. Genre une faille dans la gestion du temps. Absolument. Un truc qu'on pourrait corriger avec une nouvelle appli ou un agenda plus sophistiqué. Mais l'approche jungienne élève le débat. Il ne s'agit pas d'un défaut d'organisation, mais d'une véritable crise d'identité, une psychologie profonde. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça. Commençons par une observation très concrète du texte qui résonne à fond avec ce sentiment de honte dont on parlait. Le poids des promesses non tenues. C'est exactement ça. On parle très rarement des dégâts que ça fait à une personne de se voir briser la même promesse chaque jour. C'est dévastateur. De dire le mot demain, c'est un mot magique. On le prononce pour se soulager sur le moment, tout en sachant très bien que ce demain n'arrive jamais. Mhm. Et ça crée une dynamique terrible. On finit par passer devant le miroir et ressentir une étrange rancœur envers son propre reflet. Mais c'est pas de la haine flamboyante. Non, c'est pire. C'est pire. Parce qu'on ne se croit plus. On dit qu'on va changer, on dit qu'on va commencer, on y croit même pendant quelques heures, tu vois. Ouais, la veille au soir en général. Voilà. Puis le lendemain arrive et la personne qui avait juré a disparu. Et elle est remplacée par ce même visage fatigué. Quelqu'un qui se réfugie dans le scroll compulsif, qui fuit, qui se cache. Et c'est là que l'analyse jungienne prend tout son sens. Il y a cette citation clé dans nos sources. Jung disait que les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. C'est fascinant ici, parce que ça recontextualise tout. Éviter la discipline, l'effort quotidien, c'est exactement ça. C'est pas juste de la procrastination. C'est quoi alors ? C'est un rejet spirituel de son futur soi. Cette version fatiguée, distraite, instable, c'est pas la véritable identité de la personne. C'est juste un rôle. Exactement. Un rôle qui a été répété si longtemps qu'il est devenu un masque de survie. Et c'est fou parce qu'on nous a toujours appris que la discipline, c'est l'effort pur. La fameuse culture du hustle, ouais, Serrer les dents, se faire violence. Mais le texte fait un retournement de situation percutant. La discipline n'est pas un effort, c'est une identité. c'est la différence entre faire et être. Et s'identifier comme quelqu'un qui essaye de devenir discipliné, c'est la garantie de ne jamais le devenir. Parce que le mot « essayer » implique déjà une lutte contre sa propre nature. Jung croyait que la plupart des gens ne deviennent jamais réellement eux-mêmes. Non pas par manque d'effort, attention. Mais parce qu'ils restent étrangers à leur propre potentiel. Absolument. Du coup, face à ce vide, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des illusions à l'extérieur. Voilà. On se dit, il me faut un nouveau travail, Ou un nouvel environnement, une nouvelle méthode d'organisation super complexe. ou juste une nouvelle vidéo de motivation sur YouTube. C'est ça, on ajoute du plus. Mais l'insight majeur ici, c'est que la solution, c'est pas d'ajouter des choses, c'est d'en retirer. Moins, ouais. Moins d'évasion, moins de bruit artificiel, moins de fuite face à ce qu'on craint le plus. Et ce qu'on craint le plus, c'est la responsabilité. Et il faut préciser de quelle responsabilité on parle. C'est pas envers un patron, c'est pas envers les parents, Non, c'est envers la personne qu'on est censé devenir. c'est écrasant comme responsabilité. La discipline ne vit pas dans le masochisme des alarmes à 5 heures du matin, elle vit dans la dévotion. La dévotion, c'est un mot super fort. Ça ramène à l'intégrité comme véritable source de vie. Comment ça? Le moment où on se sent le plus vivant, c'est rarement dans le plaisir immédiat. La dopamine facile du scroll ou de la malbouffe. Ouais, ça laisse toujours un goût de cendre. Exactement. Le moment où on se sent vivant, c'est quand on a tenu sa parole. Et c'est pas juste de la fierté mal placée, c'est de l'intégrité pure. Si on relie ça à la vue d'ensemble de la psychologie de Jung, c'est hyper logique. La psyché veut l'unité. L'intégration. Voilà. Donc quand on dit une chose et qu'on fait l'inverse, le subconscient se rebelle. L'indiscipline, c'est pas la maladie.
C'est le symptôme clair d'une âme divisée. Et une partie de soi fixe des objectifs et veut construire. Et l'autre partie détruit tout et veut disparaître. Et cette partie qui sabote, elle vient d'où? Parce que nos sources mentionnent une autre règle jungienne hyper connue, ce à quoi on résiste persiste. La fameuse ombre. C'est ça. Les parties qu'on rejette, elles meurent pas. Elles s'organisent dans la cave de notre esprit, pour reprendre l'image classique, et elles deviennent notre ombre. Et le truc vraiment troublant, et c'est le paradoxe fascinant de ces textes, c'est que la cave ne contient pas que des traumatismes ou des défauts. Non, parfois, c'est la version disciplinée, ambitieuse et puissante de soi-même qui est enfermée là-dedans. On a enfermé notre propre lumière par peur de notre propre force. Mais pourquoi on ferait ça? Parce que si on devenait réellement discipliné, on n'aurait plus d'excuses. Plus personne à blâmer. Exactement. On devrait devenir la preuve vivante de notre propre potentiel. Et ironiquement, c'est ce qui terrifie le plus l'être humain. Ça donne des frissons quand on y pense. Le confort de l'échec connu est souvent préférable à la responsabilité de la réussite. Et ça transforme insidieusement la personne. Ouais. Chaque fois qu'on trahit son emploi du temps, on choisit la dopamine facile au lieu du respect mérité. Et on perd pas juste du temps. On se transforme. On intériorise l'histoire de quelqu'un qui presque change, quelqu'un qui presque réussit. Jung le résumait parfaitement. Tant qu'on ne rend pas conscient l'inconscient, il dirigera notre vie et on appellera ça le destin. Le fameux « je suis juste fait comme ça ». C'est tellement ça. C'est dans ma nature, j'y peux rien. Alors que non, c'est juste un masque. Mais alors, comment on guérit cette division? Comment on ramène les fragments? L'analyse utilise une super métaphore. Elle définit la discipline comme une architecture psychologique. Le système immunitaire de l'âme. Exactement. Et pour bâtir ça, il faut regarder les deux âmes intérieures, les deux fragments qui cohabitent. Il y a d'un côté la partie noble, qui veut le pouvoir, la structure, l'honneur. Et de l'autre, la partie qui cherche le confort, la sécurité et la fuite. Et le grand changement de perspective ici, la question clé qui fait tout basculer, c'est « et si ces deux forces n'étaient pas des ennemis ?» C'est fondamental. Il ne faut surtout pas essayer de tuer ou de combattre la version paresseuse. Parce qu'on ne combat pas vraiment la paresse. Non, on combat une vieille blessure. Une blessure où la foi en sa propre puissance a été brisée, souvent super tôt dans la vie. Ouais, par un échec, une critique. Du coup, cette version fuyante, elle essaie juste de protéger l'individu de la douleur. C'est un mécanisme de défense. Et quand on comprend ça, tout change. On remplace la haine de soi par de la compassion. La partie noble, le roi, le guerrier, l'architecte de l'ordre. Elle n'est pas morte. Elle est juste non revendiquée. Le trône est vide. C'est une imagerie tellement forte. La discipline devient sacrée. C'est plus une guerre punitive. C'est un retour au trône abandonné. C'est ça que Jung appelait l'individuation, le processus pour devenir entier, en ramenant tous ces fragments. Et ça nous amène à la dernière grande notion des textes Yang, notre relation sacrée avec le temps. Ah oui? La notion philosophique du temps? Le temps ne fait pas que passer, il s'accumule. Nos sources décrivent chaque retard, chaque procrastination, comme une brique dans l'architecture du regret. C'est une image lourde. Très lourde. Choisir le plaisir immédiat, c'est dire littéralement au temps « Hé, je ne te respecte pas ». Alors qu'honorer le temps, ça transforme la vie en un rituel. Une déclaration face au chaos. L'épée face au chaos. Mais pour manier cette épée, il y a un rituel de deuil à faire. Ouais, il faut accepter de laisser mourir la version fuyante de soi. Et le faire sans haine. Avec honneur, ouais. Reconnaître que cette version fuyante a été un mécanisme de protection vital à une époque, elle a fait son job, mais son temps est révolu. Le bouclier est devenu une prison. Exactement. L'ordre devient alors une armure sur mesure et plus un ennemi qui nous étouffe. Et ça demande une vraie urgence. L'appel à l'immédiateté du texte est radical. Il sert à rien d'attendre lundi. Ou le 1er janvier. Qu'au la fameuse motivation. C'est un mythe, la motivation. Ça fluctue tout le temps. La plénitude, elle s'atteint en embrassant toutes les parties de soi, pas en fuyant ses ombres. Il faut les diriger. La discipline, c'est savoir ce que ça fait de tenir sa parole envers soi-même, et ça commence maintenant, pas demain. Maintenant, oui, c'est l'intégration immédiate. Alors, pour synthétiser un peu toute cette évolution, on est vraiment passé d'une vision très punitive de la discipline à une vision de réconciliation psychologique. L'individuation. Voilà. Le manque d'action n'est pas un manque d'effort ou une tare morale. C'est l'exil d'une partie de son âme qu'il est grand temps de réclamer. Et si on prolonge cette réflexion inédite, il y a une pensée très provocatrice pour clore ça. Je t'écoute. Si la véritable discipline n'est au fond que le reflet extérieur de cette harmonie intérieure retrouvée, alors le silence absolu qui va suivre la fin de cet enregistrement, c'est pas un vide effrayant. C'est quoi alors?
C'est le tout premier espace vierge. Le premier terrain d'essai, pour voir si le roi ou la reine exilée est enfin prêt à reprendre sa place sur le trône. L'ultime question, c'est qui prendra la prochaine décision? Dans quelques secondes, quand il n'y aura plus de voix extérieure pour guider la marche à suivre. C'est une question vertigineuse. Observer les choix qui se font dans l'ombre de notre quotidien, dès que le bruit s'arrête. C'est là que tout se joue. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.